Bonjour à tous, bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Les chiffres du chômage sont tombés hier, plus 26 000 en juillet. Est-ce que pour vous c'est la conséquence directe de la politique du gouvernement ? C'est la conséquence de la crise économique et de la gestion politique de la crise économique du gouvernement. Donc le gouvernement a un vrai bilan, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir rien fait. Je crois que le bilan porte un chiffre, 1 demi-million de chômeurs en plus depuis que François Hollande est là. Quand on a 1 demi-million de chômeurs en plus avec la politique qu'on mène, on a le droit de se poser des questions et on a le droit de demander des comptes. Je crois qu'on nous a expliqué du matin jusqu'au soir qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État pour nos services publics, donc moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de lignes ferroviaires. Et comme il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État, on a distribué plus de 200 milliards d'euros de notre argent public aux entreprises pour créer soi-disant de l'emploi. Je pense que pour faire soft, on pourrait se dire que cette politique ne marche pas. Mais je dis vraiment pour faire soft. Est-ce que ce n'est pas quand même surtout le résultat de la crise économique mondiale ? Parce que le chômage n'augmente pas qu'en France. Il n'augmente pas qu'en France, mais vous noterez qu'il n'y a pas qu'en France qu'on mène des politiques d'austérité et ces politiques de transfert de revenus qui consistent à faire la poche de la majorité de la population pour gaver les actionnaires. Et je dis bien gaver les actionnaires. Mais on a une petite French touch, paraît-il, c'est qu'on a le record des dividendes qui ont explosé pour les actionnaires, c'est-à-dire la part de l'argent qui retourne pour la finance spéculative, puisqu'il y a eu 30% d'augmentation. On est le premier pays européen et ça arrivé sous un gouvernement de gauche. Ça fait 2 records. C'est un gouvernement de gauche, mais qui pour vous fait une politique de droite. C'est un gouvernement de droite, on va l'appeler plus. D'ailleurs, je me marre en ce moment pour les fines analyses pour savoir si c'est social-démocrate, social-libéral. Pour moi, c'est libéral tout court et à un moment, il faut leur dire. Puis maintenant, ils mettent le personnel qui va avec. Comme ça, c'est plus simple. On n'a plus le droit de se tromper. On va y revenir. Mais l'autre événement hier, c'était le discours de Manuel Valls au MEDEF. Il a dit qu'il aimait l'entreprise. Ouais. Les patrons l'ont ovationné. Les patrons, ça vous choque ? Ça me surprend même plus. Voilà. Manuel Valls, il tiendra plus 30 secondes dans une entreprise pour faire le même discours. Par contre, devant un parterre de patrons, il a applaudi. Et j'ai vu Gattaz, tout frémissant, tout joyeux, en expliquant qu'il y avait enfin un gouvernement qui le comprenait. Et là, pour une fois, on a compris. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, il n'y aura pas que des gens de la gauche pour dire que c'est un gouvernement de droite favorable au patronat. Le patronat le dit lui-même, le gouvernement le dit lui-même. Donc j'espère maintenant que tous ceux qui sont dans la gauche non gouvernementale ont bien compris qu'on ne pouvait plus rien faire avec ce gouvernement et qu'il fallait s'opposer à ce gouvernement. Est-ce qu'il ne faut pas des entreprises en bonne santé pour faire baisser le chômage ? Écoutez, moi, ça fait 35 ans que j'entends ça. Ça fait 35 ans que j'entends l'idée qu'il faut finalement de l'investissement public pour des entreprises privées pour que les profits d'aujourd'hui fassent des emplois demain. Et ça fait 35 ans que ça ne marche pas. Voilà. Et le comble du comble, même ce matin, si j'ai bien compris les déclarations de certains nouveaux nominés au gouvernement, c'est qu'il y aurait... Vous parlez d'Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie. Absolument. Qui dit qu'il faudrait revenir sur les 35 heures, sur le SMIC. Bonne idée. C'est-à-dire maintenant, on n'a même plus un gouvernement, on a une machine à remonter le temps. C'est-à-dire que tous les acquis sociaux que nos anciens ont gagnés, on va revenir dessus progressivement, y compris peut-être, pourquoi pas, même le salaire minimum. Il y a, si j'ai bien compris les chiffres, 5 386 000 personnes qui recherchent un emploi, qui sont inscrites à Pôle emploi. 5 386 000 personnes qui attendent une chose, trouver un emploi. Et lui, il est en train de nous expliquer, écoutez, vous allez travailler, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot, plus longtemps et vous allez être moins bien payé. Nous, on propose l'exact opposé, c'est-à-dire le partage du temps de travail. Ce qu'il dit, c'est que l'accumulation des droits pour ceux qui ont un travail, ça se fait au détriment de ceux qui sont au chômage. Donc les responsables du chômeur sont les travailleurs. Belle pirouette, le sens de la dialectique, on va dire ça. Personne n'y croit. Une nouvelle fois, quand il y a autant de personnes à l'extérieur des entreprises qui veulent un emploi, on pourrait peut-être se dire qu'on pourrait travailler moins à l'intérieur des entreprises. Ça s'appelle la réduction du temps de travail pour que tout le monde ait un emploi. C'est à l'exact opposé des choix gouvernementaux. Maintenant, les questions sont sur la table. On a un gouvernement de combat. La question qui se pose, c'est quand on a un gouvernement de gauche qui mène une politique de droite, qui s'affiche comme un gouvernement de droite, est-ce que oui ou non, du côté de la gauche non gouvernementale, sociale et politique, on lui réserve le même sort qu'un gouvernement de droite ? Il ne s'affiche pas comme un gouvernement de droite, c'est pas ce qu'il dit. Écoutez, moi je veux pas... Simplement que la gauche doit évoluer. Oui, un petit peu plus que ça. Enfin, moi je veux pas faire de fixette, mais M. Macron quand même, il a le physique de l'emploi, quoi. On a quand même un énarque, millionnaire, qui a fait ses écoles à l'école Rothschild, c'est-à-dire quelqu'un qui est issu du sérail, oui, de la banque Rothschild, et puis pas au guichet, c'est un peu plus haut que ça, donc c'est-à-dire qui est quand même issu du sérail de l'appareil d'État, qui vient du quartier général du capital financier, c'est-à-dire mi-bureaucrate, mi-trader. Donc ça empêche de faire une bonne politique économique ? Comment dire ? Ça empêche de faire une politique favorable aux exploités opprimés, je vais le dire comme ça pour faire vraiment tranquille. Maintenant, j'ai pas envie de fixer sur lui. On a un gouvernement de toute façon qui a dit à tous ceux qui avaient le moindre doute ou la possibilité d'émettre la moindre critique qu'ils n'avaient plus leur place. On a un gouvernement chimiquement pur, donc ce gouvernement, il faut le battre, et c'est pour ça qu'il faut arrêter les larmes de crocodile. Nous, on fait une proposition
concrète, c'est que maintenant il y a une bataille qui va s'organiser sur le budget. Je crois que la seule vraie fronde sociale et politique qu'il faut organiser en cette rentrée, c'est pour faire tomber le budget de l'austérité, faire tomber le pacte de responsabilité, ces 40 milliards d'euros supplémentaires qui vont être donnés aux mêmes, notamment pour sauvegarder la sécurité sociale. Et c'est la proposition qu'on fait à ceux et celles qui, le 12 avril dernier, avaient organisé la première manif de gauche contre le gouvernement Valls 1 à l'époque. Et je pense que ça peut aller au-delà. C'est aussi une façon de prendre au mot dans ceux qui cette se réclament de la manifestation, il n'y avait ni les Verts, ni la gauche du PS. Est-ce que là, vous pensez qu'ils peuvent vous rejoindre? Eh bien, c'est à eux de le dire. En tous les cas, la Est-ce question que leur vous est posée. appelez à un grand rassemblement? La question leur est posée. En gauche tous les cas, si en effet, ils sont prêts à passer des paroles aux actes, alors oui, évidemment. S'ils sont prêts à comprendre qu'il faut établir un rapport de force et que la vraie motion de censure, elle sera dans la rue contre ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il faudra se battre contre ce gouvernement comme on s'est battu contre Sarkozy, alors oui, mais simplement, il faudra le faire. Parce que les frondeurs socialistes, je me souviens qu'en juillet, ils avaient été forts en bouche, mais au moment de voter, ils s'étaient aplatis. Donc là, la question qui est posée, s'ils croient à ce qu'ils racontent, c'est maintenant, en effet, de construire gauche sociale et gauche politique, un grand mouvement de résistance, une vraie fronde sociale et politique, c'est-à-dire une marche, fin septembre, début octobre, tout ça, ça reste à discuter pour faire tomber le budget. C'est Jean-Luc Mélenchon qui en serait le leader? Je pense qu'il n'y a pas de leader. Il faut que tout le monde ait sa place. Le parti de gauche, le parti communiste, lutte ouvrière, des organisations syndicales, qui gouverne CGT. beaucoup de villes avec les socialistes. Bien sûr, mais donc la question elle est reposée pour eux aussi en ce moment. Si je pense que, mais c'est vrai pour la direction du parti communiste comme pour beaucoup, s'ils n'ont pas compris que le parti socialiste, enfin en tous les cas ceux qui dirigent le gouvernement disent maintenant on arrête avec vous, alors je ne sais plus quoi expliquer. Sur un sujet différent, vous sortez un livre qui s'appelle Affinités révolutionnaires, c'est un petit peu pointu. Ça montre qu'il y a des affinités entre communistes et anarchistes qu'on a toujours cru opposés. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? D'abord, revisiter un peu l'histoire. C'est les 150 ans de la Première Internationale où des courants révolutionnaires se sont représentés politiquement eux-mêmes. Il n'y avait pas d'intermédiaire politicien. Et je pense que c'est ça qui est important. Et ce que je veux en tirer pour aujourd'hui, c'est que je me rends compte à quel point les pouvoirs les rendent tous dingues. Socialistes, de droite, Front National, qui, quand ils arrivent dans les municipalités, commencent déjà par augmenter leur propre salaire. Donc il faut déprofessionnaliser la politique parce que sinon, il n'y aura que des politiciens pour nous représenter. À chaque fois, ils nous le feront à l'envers. Et les politiciens, ils ont un point commun. Ils ont faim de pouvoir. Donc déprofessionnaliser la politique, ça passe aussi par puiser dans la culture libertaire, qui est une des familles politiques qui a plus pensé ces questions-là. Merci. Merci à vous.